La base Andrew, Washington, un avion ukrainien atterrit sans protocole, pas de fanfare, juste des silhouettes qui se figent dans le froid. Ce jour-là, Zelensky croyait encore que l'Amérique l'attendait, qu'il allait être accueilli par Trump lui-même ou au moins par un membre du gouvernement. Mais à sa descente d'avion, il découvre le vide, personne ne l'attend. Un pilote, son chef de cabinet, Ermak et une caméra, c'est tout. Pour sauver la face, Zelensky leur demande de faire semblant de l'accueillir, une scène surréaliste. Et derrière ce malaise, un symbole. L'Ukraine, jadis au centre du monde, est devenue un pion qu'on déplace et qu'on oublie. Quelques minutes plus tard, Axios publie une bombe. Trump a parlé avec Vladimir Poutine et une rencontre est déjà prévue à Budapest, en Hongrie, le pays que Bruxelles qualifie de cheval de Troie du Kremlin. Une humiliation? Non, une mise à jour du rapport de force. À bord de l'avion, Zelensky rêvait d'un contrat, des Tomahawks, des systèmes de défense, du soutien. Mais dans les couloirs du pouvoir américain, la page semble déjà tournée. Trump face caméra. Pas question d'envoyer nos Tomahawks en Ukraine. Nous en avons besoin pour nous. Une phrase courte mais lourde, elle marque la fin d'un cycle, celui où les États-Unis finançaient une guerre qui ne leur apportait plus rien. Zelensky comprend, le centre de gravité a bougé. Désormais, c'est Budapest qui devient le théâtre de la diplomatie mondiale. Pas Paris, pas Bruxelles et surtout pas Washington. Les stratèges européens, eux, grincent des dents parce qu'une rencontre Poutine-Trump, c'est la pire menace pour l'appareil occidental. Une paix négociée hors de l'OTAN, c'est la fin du business des armes, la fin du contrôle politique, la fin du récit. Et l'Europe qui se dit unie ne sait plus à quel camp elle appartient. 2h30 de conversation, c'est beaucoup même pour deux présidents. Et pourtant, l'appel Poutine-Trump semble avoir redéfini la carte du monde. Yuri Outchakov raconte. L'échange a été extrêmement franc et confidentiel. Un accent particulier a été mis sur la crise ukrainienne. Les deux dirigeants ont insisté sur la paix. Mais dans le langage diplomatique, la franchise cache souvent autre chose. Un pacte implicite, une redéfinition des zones d'influence. Trump, pragmatique, sait que l'Amérique ne peut plus financer toutes les guerres à la fois. Ukraine, Israël, Taïwan, le pays est à bout et Poutine le sait. La Russie détient désormais l'initiative stratégique, dit-il calmement. L'Ukraine utilise des méthodes terroristes, nous y répondons. Traduction, la Russie a déjà gagné militairement. Il ne reste que la mise en scène politique. Alors, pourquoi continuer la guerre? Parce que derrière, l'OTAN, l'industrie d'armement et les élites financières européennes ne veulent pas de paix. Elles veulent du temps et de l'argent. Chaque missile tiré, chaque char détruit, chaque aide militaire votée est un chèque vers leur usine. Pendant que les peuples payent, les mêmes empires encaissent. Et si tout cela n'était qu'un cycle qui se répète, car cette idée d'unir la Russie et l'Amérique ne date pas d'hier. Dans les années 60, Kennedy et Khrouchtchev avaient imaginé un projet fou, le pont de la paix mondiale reliant l'Alaska à la Sibérie. Un symbole d'unité entre les deux superpuissances, un défi à la logistique de guerre froide. Ce projet refait surface aujourd'hui sous un nouveau nom, le tunnel Poutine-Trump. Kirill Dimitriev en parle ouvertement, un tunnel sous le détroit de Bering, construit grâce aux technologies d'Elon Musk. Le coût, 8 milliards, impact incalculable. Mais là encore, l'histoire se répète. Kennedy voulait la paix, il a été abattu. Le meurtre a été organisé par des forces extrémistes aux États-Unis, opposées au rapprochement avec Moscou, dit le rapport soviétique transmis à Anna Polina-Luna. Alors, faut-il y voir un hasard ou une continuité? Ces forces extrémistes, ce sont celles qui contrôlent depuis 2 siècles les guerres, les dettes, les révolutions. Elles renversent le tsar, financent les bolcheviks, puis vendirent les armes aux deux camps. Elle déteste la paix, parce que la paix ne rapporte rien. Pendant que Moscou et Washington reparlent, Bruxelles s'enfonce dans une guerre intérieure. L'Union européenne a ouvert une enquête officielle contre la Hongrie, accusée d'espionnage. Un État membre traité comme un ennemi, une chasse aux sorcières bureaucratique contre celui qui ose parler de paix. Orban devient le symbole de l'Europe rebelle, un homme qui dit non à la guerre, non aux sanctions, non à la ligne atlantiste. Et pour ça, il est détesté par l'OTAN, par Bruxelles et par les lobbies qui vivent du chaos. L'Europe ne défend plus la paix, elle fabrique la paranoïa, disait récemment un diplomate hongrois. Pendant ce temps, la Commission européenne annonce une feuille de route militaire jusqu'en 2030, plus 40% de dépenses de défense, intégration de l'Ukraine dans l'industrie d'armement, système anti-drone, plan de guerre préventif, mais contre qui? La Russie ou bien contre leur propre peuple qui commence à ouvrir les yeux? Et si la paix venait de là où l'Occident ne la voulait plus,
Budapest. Orban l'a confirmé. Trump et Poutine se verront ici, en Hongrie, dans 2 semaines. Les ministres Lavrov et Landau ont déjà lancé les négociations préparatoires. Le comité d'organisation est en place, tout s'enchaîne vite, trop vite pour certains, à Bruxelles, qui y voient un danger géopolitique, parce que si la paix est signée à Budapest, alors l'OTAN perd le contrôle du narratif et avec lui son existence même. Kirill Dmitriev résume, la Hongrie a toujours été la voie de la raison et il n'a pas tort. Là où Paris s'efface, où Berlin obéit, Budapest agit, calme, méthodique, souveraine. Au bout du compte, il ne reste qu'une image, celle d'un homme debout sur un tarmac vide, entouré de son équipage, feignant d'être accueilli pendant que 2 anciens ennemis décident de la paix sans lui. Zelensky, autrefois héros de l'Occident, devient le symbole d'une guerre qui n'a plus de sens et une question s'impose. Qui voulait vraiment la paix ? Qui voulait la guerre et surtout qui vit encore aujourd'hui? Un nouveau monde se dessine, un monde où les peuples veulent la fin des conflits et où les puissants l'empêchent. La paix viendra peut-être de là où l'OTAN ne regarde plus Budapest, le point zéro d'un nouvel ordre mondial, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.